maintenant, je vais essayer de voir les erreurs ou les malentendus qui sont propres à un camp spécifique. Je vais d'abord voir les erreurs qui sont fréquemment commises par les gens de droite, et ensuite les erreurs qui sont fréquemment commises par les gens de gauche. Alors, en ce qui concerne le rapport de la droite à Darwin, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement les personnes qui ont essayé de réfuter Darwin, c'est-à-dire les créationnistes, parce que c'est un sujet très vaste, très spécifique, et donc je vais laisser ça aux spécialistes. Je vous recommande sur le sujet, si ça vous intéresse, d'aller voir les livres de Richard Dawkins. On peut reprocher beaucoup de choses à Dawkins, il y a beaucoup de choses qui sont critiquables chez lui, mais sur la réfutation du créationnisme, il est très très bon, donc n'hésitez pas. Et non, là ce qui m'intéresse, c'est les gens de droite qui se revendiquent de Darwin, et qui en se revendiquant de lui, le déforment et l'instrumentalisent. C'est-à-dire ce qu'on appelle communément les darwinistes sociaux. Alors, je vais pas utiliser ce terme, les darwinistes sociaux. D'abord parce que les darwinistes sociaux eux-mêmes ne se désignent pas ainsi. L'expression darwinisme social a été inventée par un opposant au darwinisme social, le français Émile Gautier. Donc il a inventé ce terme pour les critiquer. Et la deuxième raison, c'est que cette expression porte à confusion. Si je vais voir par exemple la définition que Wikipédia donne du darwinisme social, il est dit « Le darwinisme social est un terme englobant qui désigne toute doctrine ou théorie prétendant pouvoir appliquer la théorie évolutionniste aux sociétés humaines. » Or, si on s'attache à cette définition, alors on devrait appeler darwinistes sociaux un tas de gens qui ne sont habituellement pas considérés comme des darwinistes sociaux. Par exemple, Kropotkin, selon cette définition, était un darwiniste social. Or, il passerait par la tête de personne de dire que Kropotkin était un darwiniste social. Les autres exemples, je les ai déjà donnés. Dawkins, Mandelbrot, voilà. Donc, cette expression de darwinisme social, on va essayer de l'éviter. Alors, je vais plutôt parler de spencerisme, du nom de Spencer, qui est un des principaux théoriciens du darwinisme social. Donc justement, les principaux théoriciens, en gros, il y en a trois. Il y a Spencer, donc. Spencer était pas un darwinien, dans le sens où ce n'était pas un disciple de Darwin. C'était quelqu'un qui vivait à la même époque que Darwin, qui travaillait sur le même sujet que lui, qui défendait la théorie de l'évolution, mais sous une forme différente de celle de Darwin. Donc en fait, Darwin et Spencer étaient concurrents. Et Darwin aimait pas trop Spencer. Il l'aimait pas lui en tant que personne, et il aimait pas les idées de Spencer. Le deuxième darwiniste social, entre guillemets, c'était Thomas Huxley. Là par contre, Huxley était un disciple de Darwin. Il était même surnommé à l'époque le bulldog de Darwin, pour exprimer la virulence avec laquelle il défendait les idées darwiniennes. En revanche, Thomas Huxley a fait une interprétation des idées darwiniennes qui, on va le voir, n'était pas celle de Darwin. Et enfin, le troisième théoricien, c'était Francis Galton. Alors Francis Galton, il s'agit surtout d'un théoricien de l'eugénisme, qui est une forme particulière du darwinisme social. Tous les darwinistes sociaux ne sont pas eugénistes, mais tous les eugénistes sont darwinistes sociaux. Donc on va parler plutôt de spencerisme, on a dit. Donc Galton était le cousin de Darwin, et c'est ce qui le rattachait au clan darwinien. Mis à part ça, savoir si Galton était darwinien ou pas, oui en partie, mais ses idées en étaient quand même assez éloignées. Donc comme je l'ai dit, la différence entre le spencerisme et l'eugénisme, c'est plus une différence de degré qu'une différence de nature. C'est-à-dire que le spencerisme va prôner des politiques sociales, des politiques économiques, alors que l'eugénisme va plus loin.
L'eugénisme va aller vers des préconisations de politique beaucoup plus extrêmes, non pas forcément plus extrêmes, mais voilà, appliquées dans des domaines différents. Alors, l'idée, c'est que le spencerisme et l'eugénisme, en réalité, n'ont vraiment pas grand-chose de darwinien. D'abord parce que ces théories ne correspondent pas aux idées politiques qui étaient défendues par Darwin durant sa vie. Et ça, c'est peut-être le plus important, c'est la principale chose qu'il faut rappeler. Les idées politiques défendues par Darwin n'avaient rien à voir avec les idées politiques défendues par Spencer, par Huxley et par Galton. La deuxième chose, c'est que ces idées ne correspondent pas non plus à la conception de l'être humain telle que Darwin l'a exposée dans son livre consacré à l'être humain, qui est La descendance de l'homme. Et donc c'est pas compatible. Je veux dire, si on se base sur la conception de l'être humain de Darwin, on peut pas arriver à ce que disent Spencer et Huxley, c'est pas possible. La troisième chose, c'est que les spenceristes, le spencerisme repose sur des présupposés qui sont incompatibles avec la théorie de la sélection naturelle telle qu'exposée par Darwin. Si je devais résumer le spencerisme en une phrase, je dirais « les erreurs de la société nécessitent d'être corrigées ». Le spencerisme, c'est une doctrine interventionniste qui part de l'idée que la nature fonctionne bien, parce que la nature est dotée de mécanismes d'autorégulation qui permettent son fonctionnement, mécanismes d'autorégulation qui ont pour conséquence que les personnes considérées comme fortes survivent et que les personnes considérées comme faibles meurent. Alors on s'entend bien hein, quand on parle de mourir ou de vivre dans une logique darwinienne, tout le monde meurt, hein, bien évidemment. L'idée c'est toujours les personnes vont mourir avant de s'être reproduites ou vont mourir après s'être reproduites. La distinction elle est là. C'est pas dans le fait de vivre ou de mourir tout court. Et donc selon les spenceristes, la société se serait éloignée de cet état de nature. Ces mécanismes d'autorégulation n'existent plus ou ont été atténués dans la société. Et donc il serait nécessaire de mettre en place des politiques qui permettront de réintroduire ce genre de type de mécanisme de régulation. Donc des politiques qui auront pour conséquence de favoriser la survie et la reproduction des personnes considérées comme fortes, et de diminuer la survie et la reproduction des personnes considérées comme faibles. Alors bien entendu, il n'y a rien qui fonctionne dans cette logique. Tout le raisonnement est super foireux. Déjà, on l'a vu, ça n'a pas de sens de distinguer les personnes faibles et les personnes fortes. À partir du moment où vous êtes vivant, c'est que vous êtes fort, c'est que vous êtes adapté à votre environnement, donc la question se pose pas. D'ailleurs, les spenceristes en général sont pas d'accord entre eux quand il s'agit de dire qui est fort et qui est faible, parce que c'est pas une analyse, c'est uniquement des préjugés. La deuxième chose, c'est que, comme on l'a vu là aussi, c'est très compliqué de distinguer la nature et la société dans une logique darwinienne. On pourrait éventuellement distinguer la génétique de la société. La génétique, c'est ce qui se transmet par les gènes, le social, c'est le reste. Mais c'est pas de ça dont parlent les spenceristes. Déjà parce que à l'époque où ils écrivaient, la génétique moderne n'existait pas encore. Le mot gène apparaît en 1911. En 1911, Huxley était mort, Spencer était mort, et Galton avait 86 ans, il est mort 2 ans plus tard. Non, le mot gène est apparu en 1909, et Galton est mort en 1911. Donc ça n'a pas de sens. Quand les darwiniens parlent d'adaptation à son environnement, ça inclut l'environnement social. Et ça, c'est important. Les mécanismes sociaux jouent un rôle dans les processus de sélection naturelle, en particulier dans les processus de sélection sexuelle, mais également dans les processus de sélection par la survie.
Et donc, vouloir adapter quelqu'un à un environnement qui n'est pas le sien, ça n'a pas beaucoup de sens. Vouloir, par exemple, c'est très à la mode en ce moment, vouloir adapter une population urbaine à la vie dans la jungle ou dans le désert, ça veut pas dire grand-chose, parce que l'environnement de cette population, c'est la ville. Et c'est encore pire quand on parle de l'eugénisme, parce que l'eugénisme implique une intervention active sur l'évolution de l'espèce. Par exemple, des stérilisations ou des avortements forcés de certaines populations, des mariages forcés, des sélections d'embryons, des manipulations génétiques. Et devant le constat de toutes ces inconnues et ces incertitudes, on peut penser que les politiques eugénistes, ou de manière plus générale les politiques spenceristes, ont une conséquence inverse à celle recherchée. C'est-à-dire qu'au lieu d'améliorer le système, elles vont l'empirer en le fragilisant. Parce que ce qui est génial dans la sélection naturelle, c'est précisément qu'il s'agit d'un système autorégulé, puisque ce système décrit la nature et que la nature est un système autorégulé. Par définition, les individus sont toujours adaptés à leur environnement. Et donc, vouloir intervenir sur ce système, ça signifie modifier l'espèce, ou modifier l'environnement dans lequel évolue l'espèce, ce qui revient exactement au même, donc désadapter l'espèce à son environnement. Et c'est à ce moment-là qu'on risque d'avoir des problèmes, c'est à ce moment-là qu'on risque d'avoir des crises. Si les individus ne sont plus adaptés à leur environnement, alors à ce moment-là, on peut avoir des phénomènes où ils vont mourir en masse, précisément parce qu'ils sont plus capables de se défendre contre les agressions de leur environnement. Je vais terminer sur une chose, en ce qui concerne les rapports de la droite avec le darwinisme, qui est un phénomène qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporain, c'est les idées sur la virilité. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ah oui, mais dans la logique darwinienne, un homme doit être viril pour réussir à se reproduire. Alors c'est pas totalement faux. Ceci dit, il y a énormément de contre-exemples dans la nature, et on s'est posé beaucoup de questions sur dans l'histoire du darwinisme pour expliquer ces exceptions. La théorie qui me semble la plus satisfaisante, c'est ce qu'on appelle la théorie du handicap de Amos Zahavi. J'espère que j'ai pas écorché son nom. La théorie du handicap nous dit que il y a une virilité visible et qu'il y a une virilité invisible, et que la virilité invisible, elle peut être plus efficace que la virilité visible. Alors l'exemple très très connu, c'est l'exemple du paon. Hein. Le paon mâle, c'est un animal qui va fonder sa séduction sur tout un tas de choses, sur les couleurs, la beauté, qu'on n'associe pas forcément à la virilité. Et pourtant, a priori, ça fonctionne très bien. Donc ce que nous dit la théorie du handicap, c'est que un individu qui a besoin de montrer sa virilité, eh bien, c'est peut-être que, en réalité, il n'en est pas si sûr. C'est-à-dire qu'un individu comme le paon, un paon mâle, s'il peut se permettre de baser sa séduction sur les couleurs et la beauté, avec a priori des désavantages, puisqu'il a une queue très grande qui vont l'alourdir, donc en situation de fuite, ça peut être un problème. Mais du coup, s'il est capable de faire ça, ça veut dire qu'il est tellement fort, il est tellement efficace dans les processus de survie, qu'il peut se permettre de baser sa séduction sur ces choses-là. Et ça remet drôlement en question la conception de la virilité traditionnelle qui est défendue par ce qu'on va appeler en gros les virilistes. En ce qui concerne les malentendus de la gauche à propos des idées darwiniennes, la situation est un peu plus complexe. À gauche aujourd'hui, à peu près tout le monde admet la validité des thèses darwiniennes. Parce que on n'a pas envie d'être assimilé aux créationnistes,
parce que il faut donner de soi l'image d'une personne un minimum rationnelle et scientifique. Donc tout le monde va admettre, du bout des lèvres, un peu à contre-cœur, la validité des thèses darwiniennes. En même temps, il y a énormément de gens à gauche, dans leur tête, ils se disent ah oui, mais quand même, si on pouvait faire une découverte scientifique qui pouvait prouver que Darwin avait tort, on serait vachement content. Alors, on va essayer de voir quel est le souci. Le premier problème, c'est que la gauche est extrêmement attachée à une conception rousseauiste de l'être humain. En particulier en France, mais pas seulement, dans le monde entier. C'est intéressant parce que finalement Rousseau dit la même chose que les spenceristes, que les darwinistes sociaux. Dans un cas comme dans l'autre, on a l'idée comme quoi l'état de nature est bon, que la société est mauvaise, et que en conséquence, il faudrait corriger les erreurs de la société. Après, là où a lieu la distinction, c'est que les rousseauistes estiment que les rousseauistes et les spenceristes ont une vision de l'état de nature qui sont totalement opposées. Chacun va finalement plaquer ses propres valeurs sur l'état de nature. Le souci, c'est que dans une logique darwinienne, alors comme on l'a vu, déjà l'état de nature, ça veut pas dire grand-chose dans une logique darwinienne. La société fait pleinement partie de l'état de nature. Et ensuite, bien ou pas bien, bon ou pas bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Le darwinisme est une théorie scientifique, c'est une théorie descriptive, elle n'est pas là pour porter un jugement de valeur et pour dire c'est bien ou pas bien, c'est pas le sujet. Le deuxième problème qu'a la gauche avec le darwinisme, c'est que souvent les sympathisants de gauche ont l'impression que Darwin nous dit des gens vont mourir. Parce que, voilà, on parle de sélection naturelle, donc on parle des gens qui meurent. Et c'est un sujet qui est jamais agréable à aborder. Alors oui, il y a des gens qui meurent, tous les jours il y a des gens qui meurent, mais c'est absolument pas ce que nous dit Darwin. Le système darwinien n'implique en aucun cas une mortalité supérieure à un système non darwinien. Le système darwinien se contente de nous apporter des informations sur qui va mourir. Le troisième malentendu de la gauche avec les idées darwiniennes, qui est peut-être le pire, le plus important, c'est l'idée comme quoi le darwinisme serait essentialiste. C'est-à-dire comme quoi le darwinisme serait une théorie du déterminisme biologique. Et à gauche, on n'aime pas du tout l'essentialisme. On n'aime pas les conceptions figées de l'être humain. L'idée que nous serions déterminés par des choses qui ne dépendent pas de nous. Ce qui nous ôterait toute liberté de nous réinventer, toute possibilité de devenir ce que l'on a envie d'être. Alors à gauche, on aimerait bien réhabiliter Lamarck. On a l'impression que Lamarck avait une conception plus ouverte de ce qu'est une espèce vivante, une conception plus ouverte de l'évolution, parce que il y avait une place plus grande pour l'environnement, et que donc il est possible, à partir de Lamarck, de réintroduire du social. L'évolution, selon Lamarck, nous donne une impression de liberté. D'ailleurs, il y a quelque chose de très rigolo à ce sujet. Il y a une phrase que j'ai beaucoup entendue ces dernières années, c'est l'idée comme quoi l'épigénétique réhabiliterait Lamarck. Ah, Lamarck avait pas totalement tort, la preuve, l'épigénétique, alors que non. Non, absolument pas. L'épigénétique, c'est très très intéressant, hein, c'est passionnant l'épigénétique. Mais l'épigénétique, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que les gènes ont un mode on-off, que les gènes peuvent s'allumer ou s'éteindre, en fonction de leur environnement. Par contre, l'épigénétique, ça nous apprend rien sur l'évolution des espèces, ça nous apprend rien sur l'évolution des gènes. Donc la manière dont les gènes apparaissent, la manière dont les espèces évoluent au fil du temps,
la meilleure description qu'on en ait, ça reste Darwin, avec après tout ce que les darwiniens ont apporté à l'idée de base de Darwin. Mais l'épigénétique nous apprend pas grand-chose sur le sujet. Alors sur cette idée d'essentialisme, il y aurait beaucoup de choses à dire. Là, je vais sortir un peu de l'approche scientifique et essayer d'aller davantage vers la philosophie. D'abord, lorsqu'on dit « je veux avoir la liberté de devenir ce que j'ai envie d'être », d'accord, c'est bien, mais on ne se pose jamais la question « qu'est-ce qui a déterminé ce que j'ai envie d'être ? Pour quelle raison j'ai envie de devenir telle chose plutôt que telle autre ?» C'est-à-dire qu'on ne considère le déterminisme que de manière figée. Serait déterminé ce que je suis au moment où je parle. Par contre, on n'envisage jamais le fait que le déterminisme, ça peut aussi être le déterminisme de mes idées, de mes envies, de mes aspirations. Et que du coup, le fait d'avoir envie de devenir quelque chose de différent de ce que je suis actuellement, c'est pas forcément une réfutation du déterminisme. Par exemple, la chenille devient un papillon. Si la chenille dit « j'ai envie de devenir un papillon », cette envie était déjà parfaitement déterminée. Ensuite, on peut également se poser la question, est-on réellement plus libre dans une conception lamarckienne que dans une conception darwiniste ? Parce qu'en soi, le déterminisme est très bien accepté à gauche. Le déterminisme social est très bien accepté. La sociologie, Bourdieu, Spinoza... Donc ça veut dire qu'on a l'impression que le déterminisme biologique nous emprisonnerait davantage que le déterminisme social. Et ça demande à être démontré quand même. Ça demande à être démontré qu'il serait plus simple, plus facile de lutter contre le déterminisme social que contre le déterminisme biologique. Ça me semble pas du tout avéré. Et à ce niveau-là, on pourrait s'intéresser à ce que disaient les stoïciens, les philosophes stoïciens. Les stoïciens nous disaient en gros, il est plus facile de se changer soi-même que de changer les autres. Mon expérience personnelle est qu'ils avaient raison. Je sais pas vous, peut-être qu'on n'a pas la même expérience personnelle, mais en tout cas, mon expérience personnelle m'indique qu'il est plus facile de se changer soi-même que de changer les autres. Et donc, il est plus facile de lutter contre ces déterminations endogènes, contre les déterminations qui viennent de nous, que contre les déterminations exogènes, les déterminations qui viennent de l'extérieur. Puisque dans l'idée de changer les autres, en général, c'est changer les autres pour être davantage en accord avec eux. Or, le déterminisme biologique est un déterminisme endogène, et le déterminisme social est un déterminisme exogène. Enfin, la dernière contestation qu'on peut apporter à cette idée à propos de l'essentialisme, on l'a déjà vu, c'est que dans le darwinisme, la société fait partie de la nature. Darwin n'est absolument pas contre l'idée de détermination sociale, contre l'idée que la société, la culture auraient un rôle dans l'évolution. C'est quelque chose qu'il accepte très bien. Donc en fait, on place une frontière entre deux choses, entre la nature et la société, qui en réalité n'existe pas chez Darwin. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que l'idée comme quoi on serait déterminé par notre environnement, en réalité est très présente dans la théorie darwinienne. Alors pas chez Darwin lui-même, mais dans la théorie darwinienne moderne, synthétique, avec le concept de convergence évolutive. La convergence évolutive, c'est l'idée comme quoi deux espèces qui sont dans un environnement similaire vont évoluer de la même manière, et donc ces deux espèces vont se ressembler physiquement ou même dans leur comportement, mais que ces ressemblances ne sont pas la conséquence d'un ancêtre commun. Alors il y a forcément ancêtres communs, on a tous des ancêtres communs, avec n'importe quelle espèce vivante, on peut trouver des ancêtres communs, mais le meilleur exemple, ça va être les cétacés. Les cétacés, c'est-à-dire les mammifères marins.
qui ressemblent à des poissons, mais ils n'ont pas hérité ces caractéristiques de nos ancêtres communs avec les poissons. C'était des mammifères terrestres qui sont retournés dans l'eau et qui, en retournant dans l'eau, ont recréé des caractéristiques physiques semblables aux poissons. Un autre exemple, ça va être le loup marsupial. Le loup marsupial, pour trouver un ancêtre commun entre le loup marsupial et le loup le canidé, il faut remonter drôlement loin. Le loup marsupial n'est pas un canidé. Et pourtant, le loup marsupial a développé tout un tas de caractéristiques qui l'assimilent au loup, parce que ils ont évolué dans des environnements similaires et parce que ils avaient la même place dans la chaîne alimentaire. Alors pour terminer, on va parler de Kropotkin. Kropotkin, c'est un peu le nœud du problème à gauche. Il y a énormément de sujets qui se cristallisent autour de la figure et des idées de Kropotkin. C'est un peu un joker, c'est-à-dire que dès qu'on va parler de Darwin, il y a quelqu'un qui va sortir la carte Kropotkin. Le problème, c'est qu'il y a aussi pas mal de malentendus autour de Kropotkin. Alors, je voudrais commencer par dire une chose, c'est que le livre de Kropotkin, L'entraide, un facteur de l'évolution, c'est un très très bon livre que je vous invite volontiers à lire. Déjà, c'est un livre qui est très bien écrit, qui est très poétique. Il y a des pages superbes sur la vie des espèces animales dans les steppes sibériennes. Il y a des pages aussi très belles sur l'organisation des êtres humains dans les cités États au Moyen-Âge, dans les corporations de métiers aussi. Et l'idée de départ de Kropotkin, dans ce livre, c'est une idée juste. Que nous dit Kropotkin? Il nous dit « l'entraide est un facteur primordial de l'évolution ». Dans l'évolution des espèces, le fait que des individus pratiquent l'entraide va participer à la manière dont l'évolution a lieu. Alors après, Kropotkin nous dit peut-être même que c'est plus important, peut-être même que l'entraide est plus important que tout le reste. Bon, ça on peut le contester, mais lui-même après il dit c'est surtout que la balance penche tellement d'un côté qu'il faut la faire pencher de l'autre pour rétablir l'équilibre. Donc peut-être que je suis un peu excessif dans mes idées, mais c'est pour la bonne cause. Bon, je peux comprendre ça, c'est pas un souci. En tout cas, son idée de départ est absolument juste. Ceci étant dit, il y a aussi un certain nombre de problèmes à propos de Kropotkin. D'abord parce que Kropotkin, lui aussi, se fait avoir par un certain nombre des préjugés de la gauche à propos de Darwin. Mais en plus de ça, il y a aussi des malentendus à propos de Kropotkin. C'est-à-dire que les militants de gauche vont souvent attribuer à Kropotkin des idées qui ne sont pas les siennes. La principale de ces idées, ce serait l'idée comme quoi Kropotkin serait un anti-Darwin. L'anti-Darwin, c'est le titre de la postface de mon exemplaire de ce livre, La morale anarchiste. Une postface par Jérôme Solal. Dans laquelle, effectivement, Kropotkin est décrit comme un anti-Darwin. On retrouve la même chose dans la page Wikipédia consacrée à Kropotkin, ce qui est un peu plus problématique. Dans cette page Wikipédia, il est marqué « L'entraide, il s'agit d'une opposition frontale à l'évolutionnisme darwinien par la compétition ». Alors donc, il faudrait commencer par rappeler une chose, c'est que Kropotkin était darwinien. Kropotkin était un disciple de Darwin. Il était un naturaliste qui étudiait les espèces vivantes avec les outils d'analyse et les théories qu'il avait héritées de Charles Darwin.
Kropotkin n'a jamais cherché à se démarquer idéologiquement de Darwin. Ses idées, y compris les idées politiques qu'il expose dans l'entraide, ces idées sont très fortement inspirées du livre de Darwin et la filiation de l'homme. Alors, on s'entend bien, Kropotkin et Darwin n'avaient pas les mêmes idées politiques, mais ils avaient la même conception de l'être humain et la même conception de la place de l'être humain dans l'évolution, en grande partie. Et donc Kropotkin a écrit ce livre, l'entraide, pour sauver Darwin des mauvaises interprétations qui étaient faites de lui, et en particulier pour réfuter Thomas Huxley. Kropotkin voulait prouver que non seulement il pouvait exister un darwinisme de gauche, mais que ce darwinisme de gauche correspondait le mieux aux conceptions de Darwin lui-même, tel que présenté dans la filiation de l'homme. Alors par exemple, les citations que je fais de Kropotkin sont issues de la partie introductive du livre L'Entraide, dans laquelle Kropotkin explique les motivations qui l'ont poussé à écrire ce livre. Donc par exemple, quand il parle du professeur Kessler, Kessler dit qu'à côté de la loi de la lutte réciproque, il y a dans la nature la loi de l'aide réciproque. Et donc Kropotkin commente: cette hypothèse, qui en réalité n'était que le développement des idées exprimées par Darwin lui-même dans Descent of Man, me sembla si juste et d'une si grande importance que dès que j'en eus connaissance, en 1883, je commençai à réunir des documents pour la développer. Quelques pages plus loin, Kropotkin explique qu'il a parlé de son projet à un collaborateur de Darwin, W. Bates, et Bates lui répond: « Oui, certainement, c'est là le vrai darwinisme, répondit-il. Ce qu'ils ont fait de Darwin est abominable, écrivez ces articles, et quand ils seront imprimés, je vous écrirai une lettre que vous pourrez publier. » Malheureusement, je mis près de 7 ans à écrire ces articles, et quand le dernier parut, Bates était mort. Donc on voit que c'est une erreur de faire de Kropotkin un anti-Darwin, sous-entendu l'antidote au poison. Par ailleurs, l'autre idée fausse à propos de Kropotkin, c'est l'idée comme quoi Kropotkin dirait « la compétition n'existe pas ». C'est pas exactement ce que dit Kropotkin. Kropotkin insiste sur le fait qu'il parle de compétition au sein de la même espèce. Par exemple, c'est la première page de sa partie introductive. D'autre part, même dans les quelques endroits où la vie animale abondait, je n'eus pu trouver, malgré mon désir de la reconnaître, cette lutte acharnée pour les moyens d'existence, entre animaux de la même espèce, que la plupart des darwinistes, quoique pas toujours Darwin lui-même, considéraient comme la principale caractéristique de la lutte pour la vie et le principal facteur de l'évolution. Et il met entre animaux de la même espèce en italique, pour insister dessus. Et c'est quelque chose sur laquelle Kropotkin va revenir à plusieurs reprises. Il ne parle pas de compétition entre les espèces, il parle de compétition entre les individus à l'intérieur d'une espèce. Alors, après, Kropotkin donne aussi des exemples de coopération, d'entraide entre les espèces. Et c'est quelque chose qui est très bien attesté par la science aujourd'hui, comme quoi les coopérations entre espèces animales et les espèces vivantes de manière générale sont extrêmement nombreuses. Ceci dit, il existe aussi de la compétition entre les espèces. Mais ce que dit Kropotkin, en fait, ça correspond assez bien à ce dont je parlais tout à l'heure, les théories qui expliquent que il faudrait placer l'évolution au niveau du groupe plutôt qu'au niveau de l'individu. Comme quoi il y aurait finalement relativement peu de lutte entre les individus, que la lutte s'exerce surtout entre les groupes. Et que à l'intérieur du groupe, en revanche, l'entraide est la règle. Donc il y a des choses très intéressantes chez Kropotkin. Le problème en revanche, c'est qu'il va remettre du rousseauisme dans Darwin. Et à ce niveau-là, il y a plusieurs passages de son introduction qui sont problématiques.
Par exemple, Kropotkin va écrire « La rareté de la vie, la dépopulation, non la surpopulation, étant le trait distinctif de cette immense partie du globe que nous appelons Asie septentrionale, je conçus dès lors des doutes sérieux, et mes études postérieures n'ont fait que les confirmer, touchant la réalité de cette terrible compétition pour la nourriture et pour la vie au sein de chaque espèce, article 2 fois pour la plupart des darwinistes. » Là c'est embêtant parce qu'en fait, la rareté de la vie, la dépopulation, c'est au contraire une preuve de la terrible compétition pour la nourriture. Simplement, il voit pas cette compétition parce qu'il cherche de la compétition violente. Il s'attend à voir des animaux qui vont se battre pour la nourriture. Et donc il voit pas d'animaux se battre. Donc il se dit y a pas de compétition. Mais absolument pas. La compétition, la plupart du temps, ne prend pas des formes violentes. Elle prend pas des formes agressives. Autre exemple, enfin je vis parmi les chevaux et les bestiaux à demi sauvages de la Transbaïkalie, parmi tous les ruminants sauvages, parmi les écureuils, etc., que lorsque les animaux ont à lutter contre la rareté des vivres, à la suite d'une des causes que je viens de mentionner, tous les individus de l'espèce qui ont subi cette calamité sortent de l'épreuve tellement amoindris en vigueur et en santé, qu'aucune évolution progressive de l'espèce ne saurait être fondée sur ces périodes d'âpre compétition. Ben, là encore, ça rejoint ce que je disais juste avant. C'est précisément parce que les animaux sont affaiblis que cela montre au contraire qu'il y a une évolution progressive de l'espèce. Puisque cette compétition n'est pas violente, cette compétition se passe par le fait que les animaux vont être affaiblis et que certains animaux vont succomber à cette faiblesse et d'autres non. Ensuite, je ne pouvais accepter cette opinion parce que j'étais persuadé qu'admettre une impitoyable guerre pour la vie au sein de chaque espèce et voir dans cette guerre une condition de progrès, c'était avancer non seulement une affirmation sans preuve, mais n'ayant même pas l'appui de l'observation directe. Alors là, c'est un gros problème avec le darwinisme et la théorie de l'évolution en général, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'observation directe. Il peut pas y avoir d'observation directe parce que l'évolution se fait sur le temps long. Et donc on ne peut pas regarder l'évolution en train de se faire. En revanche, aujourd'hui, c'était pas le cas à l'époque de Kropotkin, on a énormément de fossiles qui nous donnent quand même des informations sur la manière dont les choses se sont passées. Pour terminer cette vidéo, parce qu'il est tard et que j'ai faim, je voudrais insister sur le fait qu'on ne peut pas opposer coopération et compétition. Les deux sont indissociables. Je dirais même plus loin, on ne peut pas opposer coopération et violence, ou empathie et violence, ou empathie et cruauté. Ceux qui vont dire l'état de nature c'est de la coopération, ou ceux qui vont dire l'état de nature c'est de la compétition, ou l'évolution c'est de la compétition, ou l'évolution c'est de la coopération, ces deux camps ont tous les deux tort, ou ils ont tous les deux raison. L'un ne va pas sans l'autre. Le concept darwinien de compétition n'est absolument pas un synonyme de violence. Si Kropotkin n'observe pas la lutte acharnée des moyens d'existence, pour reprendre son expression, c'est parce qu'il cherche une compétition violente. Mais la compétition, la plupart du temps, n'est pas violente. Si on reprend l'exemple de la girafe, l'exemple préféré de Lamarck, la girafe a un gigantesque avantage compétitif de par son long cou. Donc la girafe est dans une compétition avec les autres animaux. Mais la girafe est pas du tout un animal violent, c'est un herbivore, c'est pas un animal agressif. La compétition peut, dans certaines conditions, prendre la forme de violence, et même de très grande violence. Et on peut pas dire qu'il n'y a pas de violence dans la nature, c'est faux, la violence est omniprésente dans la nature. Mais c'est absolument pas une règle. La compétition peut aussi très très souvent prendre des formes qui ne sont pas violentes. L'empathie, c'est une forme de compétition, comme la cruauté est une forme de compétition. Le fait qu'un groupe ait développé des comportements coopératifs, c'est un avantage compétitif qui permet à ses membres de survivre et de se reproduire au détriment de ses agresseurs solitaires. Et si je reviens sur la violence, je dis qu'on ne peut pas opposer la violence et la coopération parce que
le comportement entre deux groupes ne nous apprend rien sur le comportement que ces groupes ont en interne. On va prendre un exemple extrême, qui est l'exemple d'une guerre, l'exemple d'un champ de bataille. On a deux armées, et ces deux armées ont une force équivalente, elles ont un nombre de soldats équivalent, elles ont un armement équivalent, donc on ne sait pas qui va gagner. Et alors on peut se dire, l'armée qui va gagner, ça va être celle qui sera la plus cruelle, la plus violente, parce que ça va lui donner un avantage sur l'autre. Et c'est pas faux, effectivement, le fait de faire preuve de cruauté et de violence va lui donner un avantage sur l'autre. Mais si cette armée fait preuve de cruauté et de violence en interne, alors dans ce cas-là, les troupes vont être démotivées. Les troupes vont vouloir partir, elles vont vouloir déserter, ou alors elles vont tout faire pour ne pas se battre, parce qu'elles n'auront pas envie de se battre. Et dans ce cas-là, on donne un avantage à l'adversaire. Quand il n'y a plus de cohésion sociale, quand les individus s'éparpillent, à ce moment-là, on n'est pas du tout dans une situation d'avantage compétitif. L'avantage compétitif, il est du côté du groupe qui va faire preuve de cohésion sociale. Et c'est intéressant de voir que chez Kropotkin, dans l'entraide, la presque totalité des exemples de coopération animale qu'il présente sont des exemples de violence de groupe exercée dans l'objectif de protéger ce groupe contre les agressions extérieures. Donc même Kropotkin, dans les exemples qu'il donne, qui sont les exemples qu'il a observés sur le terrain, les exemples de coopération qu'il donne, en réalité, sont des exemples de violence. Et donc, il ne faut pas confondre entraide et altruisme. Ce sont deux choses différentes. L'entraide, c'est ce que décrit Kropotkin. Ce sont les oiseaux qui s'unissent et qui s'organisent pour se défendre contre les attaques du loup. L'altruisme, ce serait l'oiseau qui se sacrifie pour que le loup ne meure pas de faim. Et ça, dans la nature, ça n'existe pas. Un oiseau qui se sacrifie pour que le loup ne meure pas de faim, c'est quelque chose qu'on n'a jamais observé. Donc ma conclusion, ce sera que dans la nature, l'entraide est omniprésente, mais que l'altruisme n'existe pas.